finalement, les deux choses intéressantes, qui nous permettent de conclure cette section-là, c'est que le seul Toulon qui serait capable d'appeler Machivia pour lui demander Bradley Beal, c'est quand même Rob Pelinka. Et la deuxième, c'est que, paradoxalement, les deux profils dont vous avez besoin, c'est Cam Johnson et Michael Bridges. Enfin bref, voilà. Salut tout le monde, on est de retour sur la chaîne de Coast to Coast avec le soleil de l'Arizona, ou enfin la météo. On va parler de soleil, on va parler de météo. Voilà, c'est tout ce qui est réjouissant pour le moment à Phoenix. Et j'ai la chance, du coup, vous l'aurez bien compris, le thème de la vidéo du jour, ce sera les Phoenix Suns. Et pour ce faire, j'ai la chance d'avoir Rodolphe, que vous aviez précédemment vu lors de notre preview de début de saison. Et je suis aussi rejoint par Malo, du compte Suns France. Salut les gars, comment ça va? Écoute, ça va plutôt bien malgré l'équipe, mais ouais, ça se passe bien début d'année, donc tranquillement là pour parler une petite heure des Suns et puis faire un petit état des lieux quoi. C'est ça, un début d'année 2025 qui se passe, on va dire plutôt bien quand on parle de basket, peut-être un peu moins bien du côté des Suns, mais on reviendra directement dessus. Toi, Oui, Rodolphe, on a quand même comment gagné ça des va? matchs. Attends, t'es dur. Non, vous avez un beau mois de janvier. Vous avez un beau mois de janvier Parce qu'on avait des adversaires prenables, mais on a pris des matchs. Donc ouais, non, ça va plutôt bien en ce moment. Bon, après, effectivement, il y a plein de choses, on va en parler, mais qui nous ont déçu les fans des Suns cette saison jusqu'à présent, c'est clair. Ça s'entend, ça s'entend. Bah écoutez les gars, on va faire d'abord un petit point sur votre actu, notamment sur les différentes plateformes sur lesquelles on peut vous retrouver. On sait qu'il y a Valéo, Malo, tu as le compte Sens France, Rodolphe, tu as ton compte Twitter. Bah les gars, allez-y, je vous laisse faire un petit peu votre auto-promo. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sous quel format? Bah ouais, je commence là-dessus. Effectivement, nous on a notre podcast Léo sur laquelle je suis moi depuis quelques années maintenant. Malo nous a rejoint là, cette année pour apporter un peu de sang neuf à cette équipe de vieux là. C'est un roster un peu sur le déclin. Mais donc ouais non, on parle des Suns aussi souvent qu'on peut. Alors à la base c'était plutôt un podcast hebdomadaire, mais c'est plutôt là toutes les 2 semaines environ en ce moment. Évidemment c'est pas toujours riant, mais c'est vraiment un podcast où on garde de la bonne humeur et du recul aussi sur la situation. Et voilà quoi, on est un peu sur toutes les plateformes, on est sur YouTube nous aussi maintenant. Voilà, et donc Malo en plus, il y a effectivement quelques activités sur Twitter, enfin X. Ouais, c'est ça, j'avais un peu stoppé ces derniers temps, mais là je reprends là depuis 1 ou 2 jours, un peu de motivation et de temps qui sont revenus, donc voilà, on va reprendre doucement, tranquillement les activités, bah puis ouais, comme Rod l'a dit, Valley Hoop, on va dire ouais, toutes les 2 semaines, tous les 10 jours à peu près pour revenir plus en profondeur quoi sur ce qui se passe et les dernières actus quoi. Voilà. Ouais, bah très très cool. De toute façon, tous les liens sont en description, donc n'hésitez pas à aller liker, commenter, partager aussi ce que font les copains de Valéoup et Rodolphe, Malo et Greg. On fait un petit bisou, donc on fait un petit bisou à Greg. Troisième membre de l'équipe. Troisième membre de l'équipe, un contenu qui est très très cool, toujours. Et puis dans une saison qui est compliquée, avoir des gens qui parlent des Suns avec le sourire, c'est quand même agréable pour la fanbase. Ça n'a pas été le cas toute la saison. Bah écoutez les gars, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Les Phoenix Suns. Je vous propose cette petite vidéo, on va dire à mi-saison. On est à 43 matchs joués. Les Suns sont 10e à l'Ouest avec un bilan de 22 victoires, 21 défaites. Avant de vous lancer directement sur votre analyse, je vais donner 2-3 stats un peu brutes comme ça et on va voir ce qu'on en fait. Les Phoenix Suns ont le 9e rating offensif de la ligue avec un peu plus de 115 points inscrits par match. Le 24e rating défensif de la ligue avec un peu plus de 116 points encaissés, donc un net rating négatif à moins 1,2. Pour revenir un petit peu sur la saison, on avait eu un très beau premier mois. Enfin, en tout cas, 2-3 premières semaines de compétition vraiment agréables. On sent que Coach Bud, qui est nouveau de cette année, mettait des choses en place dans le contenu du jeu. C'était agréable. Chacun entre guillemets avait son rôle. Puis il y a eu la blessure de Kevin Durant et là, c'est le début des problèmes. Les gars, je sais pas, Rod, je te laisse la parole là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton ressenti sur cette première partie de saison? Comment tu l'as vécu globalement?
Alors, effectivement, avec pas mal d'espoir là sur le début de saison dont tu parles. Alors, pour revenir un peu en chiffres, je crois qu'on a gagné 7 des 8 premiers matchs de la saison. Donc on était en 7-1 en gros après 8 matchs, et en 8-2 je crois après 10 matchs. Et effectivement à ce moment-là, il y avait pas mal d'optimisme du côté des Suns par rapport au nouveau coaching et au coaching staff d'une manière générale, à la méthode Bud on va dire d'une manière plus générale, avec une manière de jouer qui était sensiblement différente par rapport à la saison dernière, plus de recherche de 3 points, euh, plus de circulation de balles aussi, et peut-être quelques promesses défensives aussi, hein. C'était vraiment la petite curiosité du début de saison où ça fonctionnait assez bien défensivement sur certaines séquences, notamment grâce à l'apport du rookie Ryan Dunn qui a été, on l'avait vu venir nous en tant que fan des Suns parce qu'il avait vraiment réussi sa pré-saison, mais on n'espérait pas que ce soit si vite opérant. Et déjà sur les premiers matchs, il avait montré de très bonnes choses. Il y avait eu Royce O'Neal aussi qui avait fait un très bon début de saison sur le côté défensif, et donc ça avait permis à l'équipe en tout cas d'avoir ce visage assez séduisant. Et on a vite déchanté, et en fait depuis ça n'a fait que déchanter. En fait la première blessure, je crois que c'est Durant qui se blesse en premier du côté des Suns, a tout fait dérailler dans la construction, on va dire, de ce fond de jeu. Et depuis, bah en fait plus ça avance, plus on peine à retrouver vraiment cet élan-là du début de saison et ses préceptes, on va dire justement en termes de jeu. Et effectivement, on voit une équipe qui est en difficulté dans la combativité, dans le au rebond. C'est symptomatique évidemment, on va en parler un peu plus tard dans les points négatifs. Mais une équipe qui a du mal à enchaîner les performances, une équipe qui est parfois ridicule contre les équipes de haut niveau. On a vu récemment une défaite contre les Cavs qui était, il y avait 3 crans d'écart vraiment entre les deux équipes, quoi. Une équipe qui a du mal à battre les petites équipes aussi. Alors ça, c'est la dernière victoire en date, c'était un blowout, pardon, contre les Nets. Donc ça dément un peu ça, mais depuis le début de saison, le schéma c'est plutôt ça. Donc vraiment beaucoup de choses du côté de ce qu'on a vu qui sont en dessous des attentes évidemment qu'on pouvait avoir pour cette équipe où il y a quand même, rappelons-le, 3 des 15 ou 20 plus gros salaires de NBA avec Devin Booker, Bradley Beal et Kevin Durant. Ouais, c'est ça, concrètement, t'as vécu un petit peu les montagnes russes sur ce début de saison, comme tu as très bien dit, un début qui était encourageant. Toi, Malo, comment tu l'as vécu ce début de saison? Qu'est-ce que t'en tires globalement comme, je sais pas comme conclusion, tu vois, mais comme sentiment général après la moitié de la saison qui vient de s'effectuer? Bah, que on est là où on doit être, je pense que c'est le plus important. On avait des attentes qui étaient plus hautes d'une partie parce que, bah, comme l'a dit dans Value, on est toujours optimiste, on a toujours le sourire, tout ça, mais bah, c'est aussi au fait que, bah, comme l'a dit, on a 3 des plus gros salaires de la ligue. On a un front office qui fait que dire pendant tout l'été qu'on joue le titre. Donc, bah, même si tu sais que c'est un petit peu surélevé comme attente, bah, tu t'attends quand même à ce genre de choses-là, en tout cas de voilà, essayer d'aller chercher un top 3, un top 4 de conférence. C'est ce que nous on visait sur ce début de saison. On en est encore loin, oui et non, parce qu'on reste quand même qu'à 2 victoires, on va dire de la 5e place, donc ça reste quand même accessible et c'est encore possible pour la fin de saison. Mais sur ce qu'on a montré, ouais, sur ce début de saison, c'est juste pas possible. Il y avait un bon début, surtout avec bah voilà le nouveau coaching staff et notamment un jeu qui change un petit peu, une défense un peu prometteuse, un jeu voilà avec beaucoup de 3 points, beaucoup de mouvements, sans ballon notamment. Et bah, un très bon bilan dès le début. On a surtout qu'on voyait des choses à améliorer en plus, donc on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose de bien qui pouvait se profiler cette saison. Mais ouais, les blessures sont vite revenues. Et après, bah en fait, ça s'est pas vraiment amélioré. Ça s'est même empiré pendant un long moment. Là, ça va un petit peu mieux avec un calendrier ouais, plus facile. Mais c'est que ouais, en fait, t'es à ta place de se battre pour le play-in et une équipe mid de la conférence Ouest. En fait, c'est ce que l'équipe montre sur le terrain, c'est ça. Voilà, ne pas, enfin, il n'y a jamais un match où t'arrives et t'es en mode bon, on va gagner 100% ce match, facile. On va pouvoir reposer les 4. C'est arrivé contre les Nets, mais bon, qui avait la moitié de l'équipe en moins, j'ai envie de dire. La preuve, on avait perdu un match comme ça contre les Grizzlies, qui avaient, on va dire, 2 joueurs NBA sur le parquet. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est un peu les montagnes russes, comme vous l'avez dit. Mais ouais, pour revenir, ouais, c'est vraiment on est où on doit être et à moins d'ajustements de machin, bah c'est où on sera, je pense, à la fin de la saison. Si ça bouge pas, en tout cas, concrètement, que ce soit sur le terrain ou en dehors, quoi. Ouais, c'est ça. Bah écoute, à vous entendre, c'est un peu triste tout de même, mais c'est vrai que c'est un début de saison plus que mitigé où il y a des très belles choses qui ont été montrées. Je vous propose d'ailleurs, en ce sens, qu'on essaye d'aborder les points plutôt positifs dans un premier temps, et on reviendra sur le négatif parce qu'il y a peut-être deux, trois choses, deux, trois sujets de discussion qui peuvent être
être sympa. Au niveau du positif, vous en avez parlé tous les deux. Globalement, je vous propose qu'on se lance là-dessus, l'intégration de vous deux rookies, Ozo Ighodaro et Ryan Dunn. Ryan Dunn, c'est simple, tu l'as très bien dit, Rod, entre la pré-saison et le début de saison, on était sur un Scottie Pippen 2.0. On avait vu des aspects défensifs complètement impressionnants. En one-one, je me souviens notamment les 2 premiers matchs contre les Lakers où il s'est farci LeBron, où il se farce. Enfin, le mec n'a pas peur de prendre la meilleure star adverse de l'autre côté du terrain et c'est assez impressionnant. On avait pas mal de doutes sur sa capacité à shooter. Et finalement, en début de saison, pareil, il avait balayé ça avec un taux de réussite à 3 points qui était énorme et une qualité, une prise de décision qui était assez intéressante. Tu as eu aussi le développement d'Ozo Ighodaro qui s'est peut-être fait un petit peu dans la précipitation dans le sens où tu avais quand même des pivots. On en reparlera aussi peut-être dans les Dans les points négatifs. Voilà, mais t'avais en tout cas deux personnes qui jouaient au poste de pivot qui n'étaient peut-être pas au niveau du reste de l'effectif, ce qui a permis aussi à Ozo d'avoir un peu plus de temps de jeu. Les gars, je vous laisse, peut-être pas dire, Rod, on enchaîne là-dessus. Comment tu l'as senti, toi, cette première partie de saison de tes rookies? Quel est globalement ton niveau de satisfaction sur le temps de jeu et l'intégration de ces deux joueurs, quoi? Bah, effectivement, globalement, on avait de bons espoirs sur ce qu'ils avaient montré, notamment pendant la pré-saison, un peu en Summer League aussi, dans le sens où on avait l'impression que c'était des joueurs qui avaient peut-être un potentiel plus important que ce que pourrait laisser penser leur vent à la draft, puisque Dunn ses fins de premier tour et Osso ses deuxième tours. Et effectivement, ce qu'on a vu, c'est qu'ils, sans être vraiment des joueurs déjà de niveau, on va dire moyen par rapport à la NBA, c'est des joueurs qui peuvent jouer en NBA malgré leur jeune âge. Alors avec des hauts et des bas, hein. Ryan Dunn a eu quand même un petit passage un peu plus difficile, un peu en cours de saison. Osso, ça dépend un peu des matchs aussi. Donc évidemment, tout n'est pas parfait de ce côté-là, mais c'est vraiment le rayon de soleil, hein, sans mauvais jeu de mots, du début de saison de Phoenix. Ce côté, cette fraîcheur, en fait, c'est ça. On a une équipe qui depuis quelques années manque un peu de ce nouveau souffle de joueurs récupérés à la draft notamment. L'année dernière, on s'est lamenté toute la saison d'avoir tradé Toumani Camara qui a fait une excellente saison du côté des Blazers et qui maintenant d'ailleurs est installé chez eux dans le 5 de départ, quoi, qu'on avait drafté et qui a été échangé dans le trade de Yusuf Nurkic. Et effectivement, d'une manière générale, ça manquait à cette équipe une espèce de fraîcheur, quoi. Et ils ont apporté cette espèce de fraîcheur. C'est déjà beaucoup, en fait, dans le quotidien de fan d'une équipe de suivre match après match, voilà, des joueurs qui commencent à vraiment, prendre de la consistance, on va dire, en tant que joueur NBA, alors que, voilà, encore une fois, ils n'étaient pas forcément attendus aussi haut en termes de temps de jeu. Donc moi, je suis globalement très satisfait en fait parce que c'est au-dessus de ce qu'on pouvait attendre pour l'un comme pour l'autre en fait, même si voilà, Osso on est encore loin d'être sur un joueur qui peut avoir de longues minutes en NBA. Ryan Dunn ça vient peut-être plus vite, on verra, il y aura peut-être un petit vaut largement dans la saison aussi. Mais pour l'instant effectivement c'est l'aspect le plus positif, tu l'as dit, de ce que montrent les Suns cette saison, quoi. Ouais, concrètement, c'est ça. T'en avais parlé aussi un petit peu dans l'aspect positif du début de saison. Malo, je vais te lancer là-dessus. On avait la sensation qu'il y avait limite un duo d'élite défenseurs qui s'était présenté avec Royce O'Neal. Ryan Dunn, Royce O'Neal, c'était quand même assez impressionnant. Notamment aussi avant la première blessure de KD qui cochait pas mal de cases défensivement. Et dans les attitudes globalement, moi je me souviens quand on avait discuté ensemble, même Devin Booker avait des attitudes défensives qui étaient intéressantes sur le début de saison. On reviendra par la suite sur ce qui s'est passé entre temps. Mais c'est ça, c'est un espèce de nouveau souffle, une nouvelle dynamique qui a été insufflée par ces jeunes. Et finalement, quand on revient sur les dernières années, la capacité à très bien drafter de la part des Suns, tu as parlé de Toumani Camara l'année dernière, il y avait eu du Michael Bridges, il y avait eu du Cam Johnson, tous ces jeunes-là qui, aujourd'hui, on le voit, sont des joueurs plus qu'établis en NBA et ont des vrais rôles. Donc, tu te dis que potentiellement, c'est encore une fois une bonne pioche. Toi, Malo, comment tu l'as ressenti, en fait, c'est, l'intégration notamment de Ryan Dunn qui a un peu plus de minutes sur Zoé Godaro et qui est un peu plus régulier. Est-ce que tu trouves que c'est cet élément-là qui potentiellement manquait et il faut vraiment s'attarder pour développer un joueur comme ça, quoi? Clairement, c'est vraiment une source de satisfaction, sûrement la principale de la saison, parce que, comme on le disait, on a un effectif déjà très vieux, notamment nos stars, Kevin Durant qui a 36 ans, même s'il continue à faire du Kevin Durant, ça commence à être âgé. Puis il y a beaucoup de joueurs un peu, on va dire fatigués. Mais
il y avait aussi ce côté où des fois on sentait que l'équipe manquait un petit peu d'énergie de arme, c'était un peu trop tranquille. Enfin, c'est encore toujours le cas pour autant. Mais voilà, c'est des joueurs et notamment Randon qui apportent vraiment cette énergie, ce second souffle et vraiment une fraîcheur que ce soit sur le terrain, dans le vestiaire. Il y a eu énormément de vidéos qui ont de la com des Suns qui sont sorties où on le voit avec Kevin Durant, Devin Booker notamment rigoler. Notamment il y avait ces blagues au moment d'une saison de tournament où toute l'équipe disait que en fait on va jouer juste pour les rookies parce qu'ils ont besoin de ces 500 000 euros. Donc c'était un peu ça, mais voilà, ça apporte un peu un renouveau dans le vestiaire et d'un côté ils apportent sur le terrain aussi, surtout Ryan Dunn comme tu l'as dit, qui défensivement est sa place en NBA est déjà un très bon défenseur NBA malgré que ce soit encore qu'un rookie et qu'il a encore beaucoup de choses à travailler, notamment sa gestion des fautes parfois. Mais ouais, ils sont bien tombés aussi parce que ils sont tombés à des postes où on a besoin d'eux. De la défense, j'ai envie de dire extérieur intérieur, de la défense tout court par Randall, c'est exactement ce qu'on avait besoin. Des gens à l'intérieur, c'est aussi ce qu'on avait besoin pour Oso Godaro. Donc on leur donne l'opportunité, ils la saisissent. Puis c'est vraiment des joueurs qui travailleurs et qui vraiment se mettent en place et font ce qu'on leur demande sans en faire trop ou pas assez ou machin. Ouais, ils vont vraiment appliquer ce qu'on leur dit et bosser, bosser, bosser. Ça se voit notamment, surtout encore une fois avec Ryan Dunn en attaque où ça nous l'a vendu comme un joueur inexistant, négatif. En gros, on va aller attaquer à 4, mais bon, on a un très bon défenseur de l'autre côté, quoi. Sauf que en fait, il est capable de marquer des 3 points. Bon, c'est pas un sniper, mais il peut les mettre de temps en temps. Il peut faire quelques matchs à 3 sur 6, 2 sur 4 et tourner autour de 30-35%. Donc c'est quand même honnête. Au niveau des cuts, tout ça, il est intéressant, même s'il a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire, notamment à la finition. Donc voilà, c'est des joueurs qui progressent, qui ont encore une marge de progression, et surtout dans une équipe où c'est le win now qu'on met tout à chaque fois. On va sûrement revenir après. On met tout en place pour essayer de gagner le plus rapidement possible, et quitte à sacrifier l'avenir. En fait, d'avoir deux joueurs jeunes qui sont encore sous contrat pendant longtemps, qu'on a encore les droits, tout ça, ça donne un peu d'optimisme parce que dans 3 ans en fait il y a peut-être que eux deux qui seront encore dans l'équipe et ce sera pas déconnant, quoi. Donc ouais, c'est vraiment une source de d'optimisme, que ce soit ouais à court terme comme à moyen et long terme, quoi. Ces deux joueurs ils font vraiment du bien à peu près à tous les niveaux de l'équipe, quoi. Ouais, concrètement, c'est ça. C'était des joueurs NBA ready qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là avec autant de responsabilités, mais en même temps, tu sens que même dans le développement, et c'est des joueurs qui sont bien structurés. C'est-à-dire que c'est des joueurs de rôle, mais qui ont déjà intégré leur rôle et qui ont compris la plus-value qu'ils pouvaient apporter à cette équipe-là. Donc là-dessus, tu es quand même assez content du rendu. Euh, je voulais, avant de vous poser la question sur les autres points positifs que vous avez quand même à relayer sur ce début de saison, parce que tout n'est pas acheté, moi je voulais quand même parler aujourd'hui. Il y a les starters du All-Star Game qui sont sortis, avec KD qui sera starter, du coup, un représentant du côté de Phoenix. Grand Kevin Durant, avant sa blessure, il était quand même parti sur des bases assez folles sur le début de saison. Et puis même globalement, enfin T'en parlais assez bien, Rod. C'était assez satisfaisant de voir sur le début de saison la quantité de shoot à 3 points pris par KD et Booker, qui étaient moins sur du mid-range et qui avaient compris que forcément 3 points ça vaut plus que 2 points, et quand tu as la capacité de shooter aussi bien, il faut continuer en ce sens. Il y a eu la blessure, mais on sent quand même que quand KD est là, ça reste Kevin Durant. C'est un joueur qui est assez phénoménal offensivement et qui, quand il est un petit peu aidé défensivement, peut apporter. Globalement, est-ce que pour vous, le rayonnement de cette équipe tourne autour d'un, je vais pas utiliser le terme KD franchise player parce que c'est pas forcément ça qui est intéressant, mais en tout cas d'un KD à 100% physiquement qui peut t'emmener là où tu le souhaites réellement? Je sais pas. Oui, oui, en fait, parce que l'équipe est construite comme ça, et parce que ça reste un joueur assez exceptionnel dans cette capacité, on va dire, de shot making. Il reste très haut, hein, cette année dans les ratings individuels en termes de mi-distance, en termes de tir en ISO, ce genre de choses, quoi. On sait qu'il a une qualité quand même vraiment enfin voilà, au-dessus de la moyenne par rapport à ça. Euh, Après, c'est aussi un joueur qui pose des soucis et des compromis parce que voilà, c'est il peut pas tout faire sur le terrain. C'est pas non plus un porteur de balle élite en termes de création. Donc en fait, c'est assez compliqué. Début de saison, je vais peut-être laisser Malo peut-être un peu plus parler sur ce sujet-là, parce que moi, je vais pas forcément prendre le côté le truc sur l'angle possible. Enfin, quoique, c'est difficile à dire. En fait,
il illustre le fait que le shotmaking reste une qualité des Suns cette saison. Globalement, hein, on a plutôt des bons pourcentages, voilà, d'une manière générale, mais il illustre aussi une espèce de d'impasse, on va dire, dans la création du jeu et ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que ça prenait plus de 3 points. Bah, on en est un petit peu revenu, même si bah, je pense qu'il prend plus de 3 points que la saison dernière, KD en particulier. Mais d'une manière générale, on voit aussi que quand ça commence à aller mal, il se réfugie entre guillemets dans son enfin sur ses spots, et ses spots c'est plutôt à l'intérieur à mi-distance et tout. Donc il y a un peu cette notion là, il y a toutes ces pertes de balles aussi à KD qui ont posé problème. Donc c'est à la fois peut-être sans trop de discussion, d'ailleurs même le meilleur joueur des Suns cette saison est celui qui a parvient à peu près à tirer quand même l'équipe vers le haut, parce que je crois que son bilan est quand même franchement positif Mm. quand il a joué, quoi, on va dire. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, bah, c'est vrai il y a beaucoup de questions qui se posent sur la construction de l'effectif. Et comme tu le dis, voilà, est-ce que avoir KD de 36 ans, franchise player en 2025, c'est vraiment quelque chose qui est comment dire, sur lequel tu peux construire pour être contender. On commence à avoir un peu la réponse et elle n'est pas forcément positive, quoi. Mais ceci étant dit, bah, ça reste effectivement un joueur majeur et un joueur déterminant dans le fait que Phoenix gagne ou pas. Effectivement, sans lui, on l'a bien vu, hein, sans lui, on est vraiment en grande difficulté, quoi. Ah non, c'est clair. Moi, personnellement, mon franchise player a 40 ans et mon équipe va plutôt bien. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais c'est LeBron James, c'est pas pareil. C'est pas le sujet de la Steph vidéo. Curry won't go, c'est ça, je sais pas quoi. C'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, bref, les Lakers vont bien. Toi, Malo, concernant KD, est-ce que t'as un petit avis à donner sur que ce soit son début de saison, son impact global? Ouais, mais en fait, c'est toujours compliqué avec KD, notamment aux Suns, parce qu'en fait, le joueur est très bon, c'est notre meilleur joueur de la saison de loin, il est titulaire All-Star, il y a des débats sur le fait que ce soit légitime ou non. C'est pas déconnant, je trouve, de le mettre All-Star, enfin bref, ça c'est un autre sujet, mais en fait, c'est dur parce qu'il est à la fois le symbole de ce qui va pas à Phoenix, mais en fait, il est aussi ce qui va à Phoenix. Enfin, c'est un peu compliqué parce que voilà, on avait un début de saison où l'équipe, on l'a dit, jouait bien. Il y avait beaucoup de mouvements, notamment sans ballon. On prenait beaucoup plus de 3 points, notamment de la saison passée où on était dans les pires équipes de la ligue. J'ai regardé rapidement en novembre, par exemple, sur le mois de novembre, on était, je crois, la 5e ou 6e équipe qui prenait le plus de 3 points. En tout cas, on avait le jeu qu'on nous promettait avec Budenholzer et ça gagnait, notamment aussi parce qu'on était au complet. Mais c'est aussi parce que bah, Kevin Durant était très bon, comme tu l'as dit, notamment sur les fins de match, parce que cette période-là, c'était beaucoup de matchs assez serrés et dans le clutch, il était exceptionnel. Enfin ouais, il y a beaucoup de matchs où sans mettre pourtant game winner, mais bah, il va les mettre 2 ou 3 paniers dans les 2 dernières minutes qui vont aller faire gagner le match, quoi, en gros. Surtout avec un Devin Booker cette saison qui dans ce domaine-là est loin. On Mais arrive. donc c'est ça en fait. Quand ça allait bien, en fait, c'était le symbole et bah ouais, c'était le symbole de ce qui allait et il portait l'équipe. Sauf que bah après il s'est blessé. L'équipe aussi bah s'est mise à moins bien jouer. En fait, c'est un peu, j'ai l'impression, un cercle vicieux. L'équipe joue moins bien, du coup on se réfugie dans ce qu'on sait faire sans trop prendre de risques. Bah Kevin Durant le fait très bien, c'est prendre des distances, voilà, par isolation, pour garder la balle pendant 10 secondes et scorer. Il va le faire, il va mettre ses 25-30 points tous les soirs et on va être content entre guillemets. Mais du coup, d'un côté, bah on fait ça, sauf que l'équipe à côté ne joue plus forcément. Les joueurs bougent plus, restent dans les corners statiques. L'intérieur, il essaie de lui mettre 1 ou 2 écrans, mais c'est compliqué. Le défenseur en face, ils envoient 2 ou 3 jeunes qui vont aller jouer ultra physique sur lui, et bah ça marche de plus en plus parce que bah il a 36 ans comme on l'a dit et bah c'est normal que il soit plus le joueur qu'il était avant et que du coup en fait ça va que en s'empirant de bah en fait on est dépendant de KD sauf que du coup l'équipe ne joue plus, sauf que l'équipe ne joue plus donc on se repose encore plus sur KD et comme on l'a dit il a notamment des problèmes par exemple au niveau des pertes de balles donc c'est un peu compliqué de juger, j'arrive pas vraiment à savoir si c'est un bon signe ou pas en fait de s'appuyer autant sur lui. C'est un peu vache comme rôle, mais en fait j'ai l'impression que limite moins on le voit, c'est-à-dire qu'au moins on a besoin de le voir. C'est un peu comme Jokic, toute proportion gardée, parce que bah quand on voit bien Jokic, ça tourne beaucoup mieux que nous actuellement. Mais j'ai l'impression les matchs où Jokic, en fait, t'as l'impression qu'il prend que 3 tirs, mais en fait il a 15 passes D, 15 rebonds et les Nuggets ont mis 130 points en 3 quarts temps, quoi. Et en fait les matchs où il est obligé de tout faire, bah c'est que le jeu à côté n'est pas forcément bon. Avec KD, c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est ça, mais dans des proportions bien sûr moins importante, quoi. Donc c'est un peu ouais compliqué à juger et sans pour autant dénigrer son début de saison qui est bah ouais c'est le meilleur joueur de l'effectif sur ce début de saison et de très loin, quoi. Donc Ouais, c'est un peu ouais, non, mais c'est c'est ça. compliqué, quoi, comme situation.
Bon, je pense que vous l'aurez bien compris. On va aller rentrer dans les points négatifs parce que même sur les points positifs, on arrive à en sortir du négatif. C'est ça, malheureusement. Mais parce que tout n'est pas toujours tout blanc ou tout noir, C'est finalement, ça Tom. aussi. Mais c'est quand même très sombre à Phoenix en ce moment. Allez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet maintenant. Les Phoenix Suns sont le 10e à l'Ouest. Globalement, vous l'avez dit, on a eu un bon début de saison et puis les blessures sont arrivées. On va essayer de faire un petit état des lieux et je vais vous lancer sur les points négatifs après. Euh, Deux choses qui sont, selon moi, les choses les plus marquantes, et on va rentrer plus en détail. La défense. Voilà. Globalement, on va parler du secteur défensif des Phoenix Suns, qui est une catastrophe. Et moi, sur la période décembre et avant les quelques victoires là, entre fin décembre et début janvier, il y a un truc qui m'a réellement dérangé, c'est les attitudes sur le terrain. Cette espèce de nonchalance et de d'acceptation de la défaite et ouais, c'est ça, de non-combativité. Euh, qui s'explique par la présence de certains pseudo-joueurs NBA type Youssouf Nurkic, ça aussi on va en reparler. Mais là où ça devient plus problématique, c'est quand tes leaders type Devin Booker, qui certes a sorti quelques semaines plus positives. Si on peut parler un petit peu de Devin Booker, et on reviendra sur l'aspect, le cas Bradley Beal plus tard, l'irrégularité de Devin Booker. On en parlait, Rod, moi je me souviens, on en parlait pendant notre preview. Toi, c'était l'un de tes points clés. Il fallait que Devin Booker sorte une énorme saison pour que ces Phoenix Suns soient réellement pris au sérieux en tant que contender. Et ben, on n'y est pas. On n'y est pas. Pourtant, on avait vu des progressions, notamment dans l'attitude. On s'était dit qu'après les JO, il avait peut-être passé un cap. Euh, Encore une fois, ça c'était un petit peu un nuage de fumée. On a été pris par le très bon début de saison des Suns au global, mais c'était pas forcément le cas de Book. Qu'est-ce qu'on en pense, les gars, de Devin Booker? Est-ce on a atteint peut-être un point de non-retour? Est-ce que la façon dont on l'a entouré n'était pas la bonne? Est-ce qu'on s'est flouté sur le fait que ce soit réellement un franchise player d'avenir? Allez, Rod, vas-y, fais-toi plaisir. Bah, on en a parlé un petit peu en plus dans le dernier numéro de Loop et j'ai un peu mis les pieds dans le plat personnellement moi, sur ce sujet-là, peut-être de manière un peu maladroite, enfin dans le sens où effectivement j'ai un peu prononcé ces mots-là en disant oui peut-être qu'il faut qu'on arrête de croire que c'est le franchise player qu'on espérait depuis tant d'années parce que en fait moi le truc qui me marque le plus c'est un élément que t'as donné Tom, c'est le côté vraiment leadership, body language, attitude, tirer l'équipe vers le haut en fait en termes de d'énergie quoi, tout simplement de ouais voilà de dynamisme et de fighting spirit quoi. Enfin tu vois j'utilise tous les mots possibles mais en fait c'est un peu ça, c'est qu'il a toujours manqué ça. Enfin il a toujours manqué ça à Booker, c'est pas dans les jeux, dans l'ADN de Booker en tant que joueur, c'est plutôt un joueur smooth qui est toujours un peu en contrôle, de temps en temps ça trash talk un peu mais ça reste un peu voilà justement un peu dans la nonchalance. Malgré tout c'est quand même un joueur qui se bat bien et qui arrive à être à tenir on va dire la dragée haute dans le combat malgré le fait que c'est pas un gauche god physique mais voilà il donne pas sa part au chien on va dire. Il a pas peur d'aller au contact, par exemple, pour aller chercher de lancer franc. Cette saison, c'est le joueur des Suns qui récupère le plus de lancer franc, donc ça compte quand même. Donc c'est vrai que c'est sur son début de saison, donc c'est difficile à dire parce qu'effectivement, en gros, ce qu'on a vu, c'est euh, j'allais dire pas tout à fait, non, c'est pas tout à fait ça, parce que ça nous arrive, enfin, on parlait d'irrégularité, Booker, ça lui est beaucoup arrivé ces dernières saisons de commencer doucement, puis de monter petit à petit en régime. Là, ça s'est quand même pas mal fait attendre, mais effectivement, depuis le début du mois de janvier, c'est quand même assez intéressant. Il y a eu un gros trou d'air là contre les Cavs, bizarrement dès qu'on rencontre une grosse équipe, mais sur le reste du mois de janvier, il est pour l'instant vraiment performant, avec plusieurs performances au-dessus de 30 points, une efficacité qui revient vraiment, vraiment bien. En fait, le gros problème du début de saison de Booker, justement, ça a été Mm. l'efficacité au tir. Il a vraiment été en difficulté dans ce domaine-là pendant plusieurs semaines, avec des pourcentages qui étaient vraiment indignes de ce qu'on voyait d'habitude avec lui. D'une manière générale, effectivement, il y a l'attitude, mais ça, c'est le moment où toute l'équipe a plongé, mais il n'a pas été en mesure, on va dire, alors que c'est le leader désigné, d'interrompre la chute. On l'a vu prendre la parole, effectivement, en sortie de match, en demandant justement à ce que l'équipe soit plus concerné, plus dans le combat et tout, voilà. Mais c'est vrai que bon, il y a des limites quand même à ça. Effectivement, bon,
en fait, c'est difficile de lui mettre tout sur le dos. C'est une construction de roster qui le dépasse et c'est des choix qu'il n'a pas pris tout seul. Évidemment, il a été consulté pour tout parce que c'est la star de l'équipe. Mais c'est pas lui qui a pris ces décisions-là non plus. Donc, ce serait quand même un petit peu injuste de lui faire porter ça sur le dos. Voilà, je vais donner la parole à Malo parce qu'encore une fois, enfin, je parle au premier à chaque fois, donc je défriche un peu le terrain, donc je vais pas trop dire non plus. Mais c'est vrai que sur Booker, l'autre aspect qu'on peut aussi donner, et c'est pas une excuse parce que c'est la NBA, donc c'est toujours comme ça, c'est que physiquement, ça a quand même été très dur ce début de saison. On a vu qu'il avait moins de tonus, qu'il avait moins de jus, sans doute justement parce que là-bas, il y a eu cet été qui a été quand même assez studieux avec le passage au JO. Donc c'est aussi des éléments à prendre en compte. Encore une fois, tout à l'heure pour Durant, enfin, il y avait majorité de positifs, mais il y a quand même des éléments négatifs. Là, c'est pareil. Globalement, le début de saison de Booker est plutôt négatif, mais il y a quand même du positif. Il y a le fait que cette saison, c'est vraiment un très bon playmaker. Je crois, à plus de 7 passes décisives de moyenne. Je crois qu'il est quasiment dans sa meilleure saison depuis très très longtemps, en tout cas à ce niveau-là. Donc il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, c'est voilà, pas facile. Mais effectivement, le fait que ce soit middle n'aide pas les Suns, parce qu'on a besoin d'avoir une superstar, quoi. Ouais, pas facile d'analyser le cas Booker. Toi, Malo, qu'est-ce que tu penses enfin, d'une personne qui a été mise à ce niveau-là pour être le franchise player de ton équipe? Ça se passait très bien quand il avait un leader vocal comme Chris Paul à côté de lui. On s'en souvient, on a peut-être eu le meilleur Booker qu'on ait vu en carrière à ce moment-là. Au départ de Chris Paul, on lui a confié, entre guillemets, les rênes de l'équipe. On lui a donné la main, alors que c'était pas un meneur de jeu. Là, on lui ramène Bradley Beal dans les pattes, qui a à peu près le même profil, ce qui est pas évident. On a essayé de lui ramener un meneur de jeu pour essayer de le libérer aussi un petit peu de cet aspect créatif et globalement, on sent que c'est quand même pas une réussite à 100%. Qu'est-ce que tu penses, toi, de D-Book cette année? Bah, en fait, ouais, tu l'as bien dit, et Rod aussi l'a bien dit. En fait, c'est un leader qui va, bah, en fait, si ça se passe bien, c'est un très bon leader parce qu'il va montrer, il va donner, il va être performant et l'équipe va suivre avec lui. Et voilà, il va trash talker, il va se battre, il va en donner en défense sur tous les côtés un peu hustle. Sauf qu'en fait, quand ça va pas, c'est pas lui qui va aller, qui va aller dans le vestiaire taper du poing sur le mur et enfermer tout le monde et les souffler pendant 5 minutes, pendant 15 minutes, quoi. Sauf que, bah, tu l'as dit, avec Chris Paul, il y avait aussi Jake Crowder, tout ça qui étaient quand même des joueurs, bah, en fait, qui, si ça perdait, ils allaient, bah, faire justement ce que je viens de dire, taper du poing et faire ce qu'il faut. Tu lui mets un autre leader à côté qui est Kevin Durant, enfin, voilà, en termes de basket, c'est, bah, le joueur est extraordinaire, sauf que, bah, en fait, c'est le même type de leader. Ça va être un leader, voilà, faites ce que je fais, en gros. Sauf que quand ça se passe pas très bien, bah, c'est pas le joueur non plus qui va aller un peu recadrer tout le monde, quoi. Donc c'est un peu compliqué parce que moi en plus j'aime énormément le joueur et ouais j'ai envie de dire on doit lui reprocher ça, mais c'est un peu compliqué de lui reprocher ça parce que bah ça vient aussi d'effectifs qui ne décident pas totalement non plus, ça vient aussi de sa personnalité, il est juste comme ça en fait et nous on lui donne en fait ce pouvoir de franchise player et qui est quand même pas donné n'importe comment parce que bah tu l'as dit notamment avec Chris Paul, bah c'était un joueur qui était dans la discussion des 10 meilleurs joueurs NBA et en fait année par année, notamment depuis 2 ans. En fait, il est en train de régresser quand d'autres explosent tout avec notamment Shai, Anthony Edwards l'année dernière. Enfin, là, quand des joueurs sont vraiment en train de monter très haut, notamment Jason Tatum aussi, qui était bah, il y a 2-3 ans encore au même niveau, envie de dire. Mais en fait, lui, il est en train de descendre, les autres sont en train de monter, et les conversations avec qui il est, c'est plus les mêmes joueurs. Donc c'est un peu ouais, compliqué parce que bah, sur cette saison, niveau individuel, il est clairement pas au niveau des attentes. Il y a j'ai envie de dire, des circonstances atténuantes. Il y a la fatigue, on en a parlé, ça se voit parce que tout simplement sur le premier pas, le changement de direction, c'est l'un des meilleurs joueurs dans la ligue dans ce domaine-là. Et cette saison, en fait, il fait beaucoup moins la différence sur ça. Et du coup, son jeu en pâtit. Voilà, c'est un joueur qui va beaucoup jouer sur le shot making, les jump shots, tout ça. Et en fait, bah, il va juste être moins performant dessus. Le défenseur va plus le coller et du coup ça va moins rentrer, c'est logique. Du coup ça impacte son jeu, ça c'est sûr. Euh, il y a voilà les JO, sa marque de chaussures aussi qui lui a peut-être pris du temps, de l'énergie en tout cas. Enfin, ça se voit qu'il est fatigué. Il y a aussi une blessure notamment à Allen qui le suit un petit peu. Ça a l'air d'aller mieux depuis quelques matchs, mais ça l'a un peu suivi quand même pendant quelques matchs. Donc il y avait beaucoup de choses qui pouvaient expliquer son niveau de jeu, j'ai envie de dire. Il y a quand même des très bons côtés. Voilà, le playmaking cette année, je trouve vraiment très très bon sur ça. Il perd j'ai l'impression, moins de ballons. Je crois que l'année passée, il fait plus de passes, mais surtout dans le jeu, ça se voit que, en fait, il crée des décalages quand même en étant, j'ai envie de dire, diminué. Mais il y a ce côté, ouais, du leadership
où bah même lui l'a dit notamment, il a fait dans le podcast de Gigi Redick, il a dit qu'il est pas du tout motivé pareil pour tous les matchs. C'est un joueur, bah en fait, quand les matchs vont vraiment compter, il va être motivé à 100%, et quand il est impliqué, motivé à 100% et qu'il est bon, bah c'est le leader, j'ai envie de dire parfait, parce que bah je l'ai dit, il va entraîner les autres dans son sillage et voilà. Sauf que bah quand t'es pas motivé, pareil dans tous les matchs, que la période est compliquée, que l'équipe manque un peu cette envie, cette énergie qui apporte un peu, on va dire en plus les rookies dont on parlait tout à l'heure, bah en fait ça va être compliqué d'avoir un leader comme ça pour réveiller les choses, et ça s'illustre cette année parfaitement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a sûrement des choses à bouger dans l'équipe. On en discutera sûrement après, mais voilà, le cas Booker, encore une fois, c'est très compliqué. J'arrive pas à savoir, parce que je suis aussi biaisé par le fait que j'adore le joueur et que du coup j'ai du mal parfois à le critiquer, même si bah faut être honnête, et c'est le cas. Mais ouais, c'est compliqué de ouais, il y a des choses à lui reprocher certes, mais tu sais pas, et en fait comme il l'a dit, en fait, dans 2 mois, il peut tourner à 35 points pendant pendant 2 mois, et en fait, l'équipe remonte à la 5e place. C'est ça qui est compliqué aussi avec lui et les Suns, où t'as l'impression que, en fait, toutes les 2 semaines, tu peux se dire qu'on va tanker, puis finalement, dans 2 semaines après, on se dit, bah finalement, en playoff, peut-être qu'on peut poser des soucis à certaines équipes. C'est voilà, c'est pas très clair dans ma tête, mais je pense que ça résume totalement Bah, Oui. je- sur les Suns cette désolé. année, quoi. Bah là, je voulais juste pour refinir sur ton propos. En fait, c'est ça. C'est bah tu l'as quasiment dit, mais effectivement, le souci principal est là, c'est-à-dire qu'on est quand même de la même manière qu'on est super dépendant de KD, on est super dépendant de Booker, et on a besoin vraiment qu'il soit au top pour que l'équipe puisse espérer performer. Et en fait, c'est ça. En faisant une saison juste dans ses standards, donc relativement bonne, mais un peu en dessous de ses standards, bah ça pénalise l'équipe énormément. En fait, c'est surtout ça le truc, quoi. C'est qu'on n'a pas de marge, en fait, quoi. Ouais, et puis bon, allez, on y va. On va enfoncer les portes ouvertes. On a parlé des deux stars qui sont finalement le symbole de cette équipe de montagnes russes. Euh, Votre proprio et votre GM ont globalement décidé cette année de dire on met tout sur la table, on veut jouer le titre. L'un des aspects les plus négatifs, forcément, ça va être la construction de cet effectif, qui est mal construit, parce que tu as mis sur Booker le même profil qui est Bradley Beal, qui est, petite dédicace aux copains de Trash Talk et notamment Alex, le pire contrat, peut-être même l'un des pires contrats de l'histoire de la NBA, enfin qui est actuel, dont il est compliqué de se débarrasser. On reviendra un petit peu dans l'aspect science-fiction après sur des trades potentiels. Tu avais aussi commencé ta saison sans pivot, parce que j'aime beaucoup Mason Plumlee, très sympa, et Youssouf Nurkic. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Mais voilà, globalement, tu lançais ta saison avec 3 joueurs superstars, avec des gros contrats, avec des gros manquements sur certains secteurs de jeu, que tu as essayé de combler avec tes rookies, mais où à un moment donné, tu peux pas non plus aussi jouer le titre en me disant, bah, 2 de mes rookies vont avoir plus de 30 minutes de temps de jeu et je vais construire autour de ça. Surtout que c'est pas des top 5 de draft non plus, quoi. Voilà, c'est pas des top 5 de draft, et même si on sait qu'il y a eu des belles histoires, c'est pas non plus, ce sera non plus un quotidien en NBA d'avoir des seconds tours de draft qui deviennent des franchise players. En tout cas, pas en une saison, quoi. Voilà, pas en une saison. On va essayer de faire un melting pot de ces différents sujets, que ce soit la défense et la construction de l'effectif comme il est. Quel est, selon vous, les gars, l'aspect le plus négatif finalement de cette saison des Suns? Est-ce que c'est Bonne un question. mélange de tout ça? Est-ce que c'est on a voulu mettre les œufs dans le même panier trop rapidement en se disant bah KD il reste plus tant que ça, donc on va essayer de tout miser cette année, alors que globalement tu aurais pu peut-être partir sur un projet de 2-3 ans. Qu'est-ce qui est le plus marquant selon vous? Qu'est-ce qui est l'aspect le plus négatif quoi, chez les Suns? Vas-y, Malo, si tu veux commencer. Je pense que c'est la en fait oula, pardon. Voilà, c'est ça. Je suis de retour. C'est ça. Mais c'est comme on l'a décidé, Très bien résumé. Non, je pense pas que, juste pour revenir, voilà, la construction de l'équipe, le problème c'est pas d'avoir ajouté Bradley Beal ou quoi, enfin, de tout miser. En fait, une fois, j'ai envie de dire, ça part en fait du trade de Mikal Bridges et Cameron Johnson. En fait, à partir du moment où on fait ce trade-là, j'ai envie de dire, on hypothèque notre avenir entre guillemets, enfin pas entre guillemets en fait, simplement. Mais en fait, autant tout faire et tout tenter pour que ça marche. Pour le coup, faire un entre-deux, je pense pas que ça aurait été la solution, parce que je vois pas comment on aurait pu jouer le titre et après avoir des garanties pour l'avenir, quoi. Donc sur ce point-là, moi je suis plutôt d'accord de quitte à aller s'enfoncer dans le trou, autant y aller jusqu'au bout, parce qu'au moins on aura tenté, quoi. Et pas essayer de faire un peu un entre-deux, de garder un peu de la marge, mais en fait le risque c'est tu restes mid pendant 15 ans, quoi, j'ai envie de dire. Donc
Sur ça, moi, je suis pas forcément contre. Le profil de Bradley Beal, faut pas oublier qu'en fait, il arrive contre un Chris Paul qui est sur sa fin de saison avec nous, qui était c'était quand même bien compliqué sur le terrain. Il y avait encore ce côté leadership, tout ça dont on a déjà parlé et qui était encore très bien. Donc sur le coup, le trade, tu peux le faire, c'est pas déconnant. Après voilà, il y a toute la gestion du contrat, tout ça qui rentre en jeu et là que du coup ça te t'handicape bien pour construire autour de ça, quoi. Surtout qu'il y avait notamment le fait que ce soit le même profil que Booker, tout simplement. T'as essayé, ça a pas marché la saison passée. Donc tu te dis que il faut un meneur à côté de ça pour un peu mieux orienter le jeu, construire le jeu, parce que la saison passée, c'était catastrophique avec les pertes de balles, tout ça. Tu te dis que bon voilà, on va faire venir un meneur, tu trouves Tyus Jones au minimum, Monte aussi, c'est quand même des super deals avec ce que t'as pas d'autre choix, donc tu peux signer que des joueurs au minimum. Pour le coup, tu peux pas avoir mieux, quoi. Sauf que ça apporte des problèmes de compatibilité et de construction, j'ai envie de dire de fictif, mais sur le terrain de rotation, quoi. Que tu commences la saison avec comme base, j'ai envie de dire arrière, parce que oui, c'était trois arrières, Tyus Jones, Devin Booker, Bradley Beal. Bradley Beal, il est capable de défendre. On l'a vu quand même quelques matchs la saison passée, notamment sur des grands, mais c'est quand même pas ça et ça manque de taille tout simplement. Devin Booker, c'est la même chose. Tyus Jones, il est pas connu pour être un bon défenseur et il est très petit pour la NBA. Donc, à côté de ça, t'as KD qui a 36 ans et qui est franchement défensivement est très fort et c'est sûrement peut-être plus cette année, mais c'était notre meilleur défenseur la saison passée de très très loin. Et à côté de ça, t'as un pivot qui est pas non plus connu pour sa défense. Donc, c'est sûr que t'as des gros problèmes sur ça et que t'es obligé de faire des ajustements. Tu passes Bill sur le banc pour voilà un petit peu changer, apporter un peu d'homogénéité dans cet effectif. Ça va un petit peu mieux, ça va mieux, c'est sûr, que sur ces derniers temps. Mais que voilà, t'as encore beaucoup de problèmes. T'as un pick and roll, enfin on en parle souvent, mais en fait, t'arrives contre les Suns, tu sais comment l'équipe adverse va nous attaquer. C'est pareil à chaque fois, c'est du jeu rapide. On va aller attaquer l'axe meneur pivot, que ce soit Monte ou Tyus Jones, et que ce soit même Nick Richards, Yusuf Nurkic, mais ce plus mieux même Godaro. Ces quatre-là, ils vont se faire exposer. Donc c'est compliqué parce que tu as beaucoup de faiblesses. Tu sais c'est quoi tes faiblesses, mais tu peux pas forcément les arranger. Donc c'est ouais, je pense que le principal problème, ça reste la défense, c'est sûr. Mais ça reste aussi un peu une combativité, une hargne que aussi je trouve que on n'a vraiment pas. Il y a tellement de matchs où c'est juste frustrant parce que l'équipe adverse juste donne ses tripes sur le terrain. Toi, t'es là, tu joues, comme tu l'as dit tout à l'heure, nonchalant, tranquille. Voilà, les Suns, quoi. J'ai envie de dire depuis 3 semaines. Même quand on gagnait et qu'on allait en finale, ça jouait un peu comme ça. Juste, on était fort, donc ça marchait. Même si Ouais, ça, puis en ça, défense, il y avait quand même, c'est en ça. défense, il y avait une construction collective, quoi. Ça défendait très bien collectivement, mais Mm. c'était pas, on n'était pas connu l'équipe qui va rentrer dans l'adversaire, tout ça. C'est vrai. Mais voilà, ça défendait juste, ça défendait très bien. On avait juste des très bons défenseurs et un effectif très bien Bien. construit. Donc Mm. c'est ça. Et en fait là, t'as plus cet ingrédient-là, donc forcément, ton manque de hargne et de fougue, il se fait exploser fois 10 000, quoi. Mhm. Donc ouais, je pense que c'est un peu la défense et ce manque de combativité. On a vu parfois au rebond, notamment sur ces dernières semaines, où en fait l'équipe adverse va juste mettre 3 ailiers grands et va te tabasser au rebond offensif. Ça, c'est Nick Richards est arrivé, il fait quand même du bien sur ça, mais c'est pas non plus un pivot élite NBA, loin de là. Ce sera Donc, toujours mieux que Yusuf Nurkic. c'est ça. Au rebond, pas forcément, en tout cas, mais Oui. pour le coup, Yusuf Bon. Nurkic, c'était vraiment le point où il était très bon. Mais c'est sûr que ouais, t'as beaucoup de problèmes, et je pense que ouais, la défense et ce côté de l'énergie, de la hargne et de la motivation, j'ai envie de dire sur chaque match et de tout donner à chaque instant, ouais, c'est là qui est le plus gros et qui est en fait un résultat de la construction de l'effectif et de tout ce que t'as cité en introduction, quoi. Je sais pas si Rod a l'air d'être Ouais, d'accord. vas-y, Rod. Je sais pas si Je te laisse je te laisse compléter. Ouais, c'est une question, en tout cas, c'est quel est le plus gros point négatif des Suns? C'est C'est une ça. question très intéressante parce que pour moi, c'est une question qui amène un peu une réponse à tiroir et qui amène fatalement sur la construction de l'effectif. Ouais. Moi, je pense qu'effectivement, sur le terrain, ce qui me frappe le plus cette saison, et d'ailleurs, je viens de voir que c'est confirmé par les stats, c'est à quel point on perd la bataille des possessions, la bataille du nombre de tirs global Ouais. par rapport aux adversaires cette saison. On est tout simplement l'équipe en NBA qui prend le moins de tirs par match en moyenne, tout simplement. On est 30e à ce niveau-là en termes de stats. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent un peu dans cette stat-là, notamment effectivement cette incapacité à exister au rebond. On est une des pires équipes de NBA au rebond cette année.
Et effectivement, donc si on pousse encore un peu plus le truc, ça illustre, mais de manière édifiante, à quel point le roster est bancal. C'est-à-dire qu'en fait, le meilleur joueur qu'on a dans ce domaine-là, donc Youssouf Nourkic, qui est notre meilleur rebondeur et de très très loin depuis qu'il est arrivé dans l'effectif, il apporte tellement de négatifs par tout le reste quasiment de ce qu'il propose qu'en fait, du coup, cet apport-là et avec des compromis et un balance, voilà, en fait, en gros, en ramenant du rebond dans l'équipe, on ramène aussi beaucoup d'autres problèmes. Et là, en fait, depuis qu'il est sorti de l'effectif, on a progressé sur plein d'aspects, notamment on va dire dans le côté défensif d'une manière générale. Mais par contre, on n'existe plus du tout au rebond. Alors, effectivement, ça va un petit peu mieux depuis que Nick Richards est arrivé. Mais ça, en fait, ça montre moins, enfin, pour moi, en tout cas, que l'effectif est vraiment très, très mal construit par ça, en fait, et par donc le trade de Nurkic et le trade de Bill. En fait, Malo l'a très bien dit, tous les petits ajustements qui ont été faits cet été sont plutôt bien sentis et en fait ont donné des résultats cet été un petit peu avant, puisqu'on peut parler aussi de l'arrivée de Royce O'Neal en cours de saison dernière. C'est des bons petits ajustements par rapport aux possibilités qu'on a. C'est voilà, tu bricoles un peu, tu essaies de trouver des trucs. On peut même parler voilà des petits derniers trades, donc celui de Nick Richards que tu récupères avec le contrat de Josh Okogie, voilà, en disant Josh Okogie, t'en as un peu moins besoin dans ton effectif qu'un gros pivot qui va prendre des rebonds, quoi. Donc effectivement, ces petits trades-là d'ajustement sont plutôt bien sentis et plutôt bien réalisés, mais c'est vraiment la construction générale. Alors effectivement, ça dépend où on la fait remonter. Ce que disait Malo est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut la faire remonter jusqu'au trade de Durant, qui est un peu le péché originel entre guillemets. C'est-à-dire qu'Ishbia dès son arrivée vraiment tout sur la table. Là, on va changer de timeline et au lieu de dire on a cette équipe là en construction où il va falloir qu'on change de meneur parce que Chris Paul est vieillissant et tout machin. Là, on ramène une superstar encore plus grosse que Booker et tout machin. Vraiment l'une des 5 plus grandes stars de la NBA actuelle et tout machin avec KD. Donc enfin, ça a changé beaucoup de choses dans la destinée de l'équipe et force est de constater que les choix qui ont été faits derrière. Enfin, celui de KD, c'est difficile à critiquer parce que ça reste Kevin Durant, quoi. Mais tous les choix qui ont été faits derrière, les grosses orientations de l'effectif, donc le fait de dire, c'est pas seulement Durant, on fait un big tree avec Bradley Beal, et puis en fait, on s'en fout, on va zapper Ayton, trouver un peu plus de profondeur parce que là, à ce moment-là, ça devenait une nécessité. Alors, c'est pas pour du tout défendre DeAndre Ayton qui d'ailleurs est plutôt en train de descendre année après année en termes de cote, on va dire. Mais clairement, on n'a pas gagné ce trade-là quand on voit ce qu'a produit Youssouf Nurkic sur le terrain. Donc en fait, la présence dans l'effectif de 2 joueurs et en début de saison dans le 5 de départ, donc de 2 joueurs, Bradley Beal et Youssouf Nurkic, qui sont beaucoup trop importants en termes de volume salarial dans le roster global par rapport à ce qu'ils apportent sur le terrain. Bradley Beal, quand bien même il est plutôt correct, notamment en sortie de banc là depuis qu'il est en sortie de banc, c'est bien en deçà de ce qu'on peut attendre je crois que c'est le 4e ou 5e plus gros salaire de NBA, quoi. Il a rien à faire, c'est vraiment là tu parlais de trash talk, évidemment c'est un no-brainer de mettre en pire contrat dans la NBA cette saison. Sans parler de sa clause carrément même, donc sans parler de sa no-trade clause limite. Oui voilà, si elle n'était pas, c'était sûrement le pire contrat de la ligue déjà. Donc, même si elle n'était pas, effectivement, c'était déjà le pire. Et là, avec la no-trade clause, ça fait péter le score là-dessus. Et en fait, Philippe Nurkic, c'est un peu la même chose. Le mec est payé 18 millions. Il a pas du tout le niveau d'un joueur qui gagne 18 millions. On voit bien, là, il est sorti de la rotation. Et en fait, nous tous, fans des Suns, on est très contents que ce soit le cas, quoi. Donc, effectivement, ces deux, la place que prend, c'est presque 50% du cap, à eux deux. C'est compliqué, en fait, derrière de construire une équipe, en fait, quoi. Donc, effectivement, pour moi, le plus gros, final, voilà, on partait du terrain et tout. Pour moi, le plus gros problème, il est dans la construction générale de l'effectif et c'est beaucoup trop bancal. Et en fait, tant qu'on sera dans cette logique-là, je dirais pas qu'elle peut pas réussir aujourd'hui en NBA, mais bon, ça ressemble à des recettes d'une autre époque et on voit que les équipes qui cartonnent aujourd'hui, elles sont pas vraiment sur ce modèle-là, quoi. Non, c'est certain, c'est certain. Elles n'ont pas été construites comme ça. Quand on prend le modèle des Cavs, quand on voit le modèle de Casey, on sent que c'est plus même de Boston, hein. On est du Boston, c'est des équipes qui sont construites année après année sans mettre tous les deux dans le même panier. Je vous propose qu'on ouvre le dernier sujet un petit peu important de cette vidéo. Vous avez très bien parlé des contrats catastrophiques qu'avaient Bradley Beal et Youssouf Nurkic. Pour faire avaler la salade à d'autres équipes pour les récupérer, bon courage à vous. Hein, c'est un beau défi de cette année. Et en ce sens, je vous propose qu'on parle un petit peu de science-fiction et des différentes rumeurs de trade qu'on a entendues ces derniers temps, concernant Jimmy Butler qui se teint les cheveux et qui joue avec des chaussures aux couleurs des Suns. Aujourd'hui, très belles chaussures.
Bah, bon courage à vous, hein. S'il arrive dans le vestiaire, tu vas voir, c'est un mec sympa aussi à gérer dans un vestiaire. D'autres problèmes encore. Voilà. Demande à Pat Riley. Il y a eu aussi des rumeurs autour de Zach LaVine aujourd'hui, qui sont sorties. Vous, globalement, si vous aviez la possibilité, et on va essayer de rester le plus réaliste possible, on sait qu'un trade à deux équipes pour se séparer de Bradley Beal, c'est limite impossible. On a vu aussi que les Suns ont fait un petit ajustement en récupérant des pics de draft à Utah récemment, donc tu sais que tu as envie de trader, en tout cas la volonté est là, est présente. Euh, Quel est le profil de joueur qui vous intéresse le plus? Est-ce qu'on s'oriente plus sur un Butler, on s'oriente plus sur un Lavine? On reste réaliste, les gars. Vous n'aurez pas Kawhi, vous aurez pas, voilà, vous aurez pas un joueur élite des deux Il est côtés pas du sur le terrain. marché, Giannis Antetokounmpo? Et puis même Yannis, Bon. enfin, avec Bradley Beal, enfin, d'ailleurs, j'ai cru comprendre que Milwaukee était potentiellement aussi dans ces rumeurs de trade. À qui tu vas vouloir faire avaler la salade de Bradley Beal? Comment c'est possible? À qui tu peux, à qui tu peux. Non, Allez-y, hein, je vous laisse vous amuser. Hein. Ouais, c'est compliqué. Bah, il y a deux questions déjà. Il y a le côté du profil où je pense que là, Rod va être d'accord avec moi. C'est pour moi un ailier grand, capable de défendre en gros, capable au scoring, si possible, d'apporter à peu près ce qu'apporte Bradley Beal en termes de scoring, c'est-à-dire environ 18 points par match, quoi. Mais surtout de la taille et de la défense. Donc, c'est sûr que là, du coup, Jimmy Butler apparaît comme un peu une évidence. C'est sûr que quasiment qu'il va partir de Miami, donc en fait c'est le truc facile, quoi. Après il y a tout ce côté dans le vestiaire aussi qui est une autre question et qui est tout un autre problème. Il peut apporter des choses comme justement être ce mec qui va aller pousser des coups de gueule et peut-être que ça peut être le bien, mais ça peut au contraire totalement péter le peu d'effectifs qu'on a et le peu de cohésion et le peu qu'on a construit, quoi. Donc moi je pense que c'est le profil que tu as envie d'aller chercher le plus, qui est le plus logique aussi sur le plan sportif. Zach LaVine, c'est un très bon joueur, mais j'ai l'impression que t'es un peu bloqué dans le truc. En fait, on va se retrouver un peu dans la même panaille qu'avec Bradley Beal, juste qu'on a un contrat qui est mieux et qu'on peut rebouger ensuite. Donc après, voilà, si t'arrives à le rebouger par exemple dans 6 mois ou je sais pas, ou refaire signer un contrat bientôt, parce que je crois que j'ai plus le contrat en tête, mais je crois qu'il arrive bientôt à expiration. Donc tu peux essayer de construire un truc un peu différent, mais sur une logique de court terme et qui est la logique du front office depuis, j'ai envie de dire, 2 ans. C'est Jimmy Butler dont tu as le plus envie. Après, à qui tu peux faire avaler la salade, ça c'est encore une autre question. Là, j'ai pour le coup pas la réponse. Enfin, j'espère qu'il y a bien une équipe dans cette ligue qui est capable d'accueillir Bradley Beal et que Bradley Beal veuille bien aller là-bas. C'est ça aussi le truc qui complique encore. Les Phoenix Suns. Ouais, c'est ça. Je vois pas une équipe qui, si t'arrives à le lâcher, tant mieux. Et j'ai pas envie de dire peu importe le joueur que tu récupères derrière, mais voilà que tu t'es gagnant quoi qu'il arrive, quoi. Mais ouais, il y avait Milo qui apparaissait, mais finalement j'ai cru voir que c'était plus trop le cas apparemment. Miami ne veulent pas apparemment. Enfin c'est ouais, il y aura plusieurs équipes. Il y a peut-être une équipe qui peut se dire bon, on va tanker un peu de salaire et on va décider de la cure, mais je pense que Bradley Beal ne voudra pas aller dans ces équipes-là. Donc ouais, ça, j'ai pas la réponse. J'aimerais bien, j'aimerais bien savoir au moins ne serait-ce qu'une équipe. Et après, on essaie de se débrouiller pour trouver un joueur qui peut nous convenir, quoi. Mais ouais, le profil, c'est un 3 défensif qui peut prendre des rebonds, qui a de la taille et qui peut, voilà, en attaque, qui est pas un plot, quoi. Mais après, comment tu l'obtiens, ça me dépasse, quoi. Je sais pas si Rod a une vision de génie. Moi, je pense que tu as complètement bien cadré le truc en termes de besoins. Et effectivement, actuellement, entre les deux, si le choix doit se porter entre ces deux joueurs qui sont sur le départ, on va dire, de leur franchise, où il y a beaucoup de rumeurs, en tout cas, autour d'eux, Zach LaVine et Jimmy Butler, on a beaucoup plus besoin de Jimmy Butler dans l'effectif que de Zach LaVine. Effectivement, il y a vraiment pas photo entre les deux. Quand bien même Jimmy Butler, il a 35 ans et quand bien même Zach LaVine fait plutôt une bonne saison. C'est vraiment une question de profil. Et en fait, effectivement, échanger Bill contre un profil comme Bill, mais en un peu meilleur, parce que là, actuellement, Zach LaVine, c'est ça. C'est le profil de Bradley Beal, mais un peu meilleur. Bon, quel intérêt vraiment? Ça résoudrait pas vraiment les problèmes et ça garderait. Alors, il touche un peu moins, mais ça gardera le fait de contrat longue durée, parce que ils ont à peu près le même contrat en termes de durée, quoi, avec une player option pour la saison 2026-27, qui fait que de toute façon,
gardes un salary cap qui est bien plombé, quoi, dans tous les cas. C'est le cas aussi pour si tu récupères Butler, d'autant plus que tu donnes sur l'extension, mais en tout cas, tu as toujours la possibilité de te dire, bon, voilà, on essaye de jouer la montre ou peut-être que voilà, l'autre aura d'autres opportunités. Donc, on va dire sur un plan de construction à long terme de cap et de libérer de la place, c'était plus intéressant de prendre Butler. Sur le plan sportif, cette saison, ça paraît évident que c'est mettre 30 Butler, mais moi, ce que je préférerais, ça n'arrivera pas, hein, mais c'est vraiment qu'on arrive dans ce type de trade-là, peut-être à 3, 4 équipes, à se débarrasser du contrat de Bill. Pour lui, une destination qui lui plairait. On a parlé donc des Bucks. Il y a eu les Lakers aussi qui ont un peu été évoqués. Coucou, Tom. Donc, bref. Mais en tout cas, dans ce type de truc-là, où, on se débarrasse de Bill pour une équipe qui, est intéressée par son profil dans une perspective plutôt court-termiste, mais, voilà, et qu'on récupère plusieurs joueurs en échange, parce que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à rebalancer dans notre salary cap et dans la construction du roster. C'est qu'on peut pas se permettre d'avoir donc c'est quoi 30 donc près de 90% du cap sur 3 joueurs, même si bah voilà, évidemment pour Booker et KD tu dis ils les valent entre guillemets, hein, c'est toujours un peu compliqué vu les performances. On parlait tout à l'heure du fait qu'il y a des choses à leur reprocher aussi, mais Bill c'est clair qu'il est pas du tout dans cette catégorie-là et que donc du coup voilà quoi, ça ne peut passer que par ça. Donc moi, mon scénario de rêve, ce serait plutôt un trade avec plusieurs équipes où Bill, un peu de son propre chef, en tout cas, active sa no trade clause et nous, on arrive à récupérer plusieurs pièces. Pour moi, ce serait vraiment l'idéal, mais ça paraît très peu probable. Et dans l'état actuel des choses, je pense qu'on va peut-être se retrouver avec justement une exception un peu différente, mais un Butler un peu, je sais pas trop comment, en tout cas, mais c'est ouais peut-être la perspective la plus positive qu'on peut avoir là pour les Suns, c'est de se retrouver avec Jimmy Butler, j'ai l'impression. Finalement, les deux choses intéressantes, qui nous permettent de conclure cette section-là, c'est que le seul fouillon qui serait capable d'appeler Mathieu Via pour lui demander Bradley Beal, c'est quand même Rob Pelinka. Et la deuxième, c'est que, paradoxalement, les deux profils dont vous avez besoin, c'est Cam Johnson et Michael Bridges. Enfin, bref. Voilà. Je vais arrêter de vous plomber le moral, les gars. On a déjà fait un bon tour là-dessus. Je vous propose qu'on conclue cette vidéo par une projection court-termiste, comme celle de Mathieu Bia. Je vais vous donner les 5 prochaines rencontres des Suns. J'aime bien le faire. Vous allez essayer de me faire un peu de science-fiction là-dessus. Et puis, globalement, est-ce que vous voyez une remontée de vos Phoenix Suns sur la fin de saison, histoire d'aller peut-être chercher une place directement qualificative en playoff, ça va être compliqué, mais au moins un premier tour de play-in à domicile. Donc tes 5 prochains matchs, tu reçois Washington, les Clippers et Minnesota. Tu te déplaces à Golden State et tu as un back-to-back à Portland. Je vous en ai donné 6. Au vu de la dynamique, on est sur quoi? On essaie d'être sur du 4-2, du 5-1. On essaye, ouais. Difficile d'être optimiste, hein, parce que voilà, quand on rencontre des bonnes équipes là ces derniers temps, on a quand même tendance à s'écrouler. On va voir. Effectivement, il y a ces 2 matchs contre Portland là qui font envie dans en fin de série. Ouais, j'ai pas envie d'être trop optimiste. Ouais, je vais dire 3-3. Je suis désolé, mais je pense qu'il y aura forcément une sortie de route à un moment ou à un autre. Peut-être qu'on peut en prendre un aussi, je sais pas, contre Golden State ou ce genre de choses. Donc moi, je vois bien un 3-3 sur cette série. Ouais, c'est ça, un mode 3-3 ou 4-2, qui serait bien. Mais ouais, je pense 3-3 pour, j'ai envie de dire assurer, mais oui, non, parce que ça peut être pire, mais Il peut pas être pire, c'est sûr. c'est ça. Il y a pas de match où tu te dis on perd 100%, je pense, parce que notamment il y a beaucoup de matchs à domicile contre les meilleures équipes. Mais bon, bah, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise rencontre, quoi. Ça montre l'état dans lequel on est de confiance et de positivisme. Vous avez le moral Et dans pas les au max, chaussettes. on va dire. Non, c'est plus non, alors, vraiment encore une fois, on reste assez genre cool par rapport à ça. Mais par contre, on a un peu c'est quoi le terme désillusionné parce que genre voilà, on a arrêté de se chanter la belle histoire en se disant oh, on va tout cartonner quoi que ce soit. Comme disait Malo en fait un peu plus tôt dans cette émission, on est un peu à notre place et en fait ce que produisent les Suns, c'est là où ils sont. Donc il y a pas de mystère en fait, on s'attend pas à ce qu'il y ait des miracles en fait, c'est surtout ça en fait. Ouais, et puis vaut mieux que tu gagnes des matchs maintenant, parce que là, j'ai été un petit peu curieux et je regardais vos 10-15 derniers matchs, juste pour donner un ordre d'idée comme ça. La score, c'est Tes derniers matchs, c'est Cleveland, Milwaukee, Boston, Minnesota, Houston, Milwaukee, Boston, New York, et tu termines avec les Warriors, OKC, les Spurs et les Kings. Oh, les mal de crâne.
Ça va être costaud. Et ce qu'on peut d'ores et déjà prévoir, c'est que les deux derniers, enfin prévoir, en tout cas peut-être entreapercevoir, c'est que les deux derniers matchs là, Spurs et Kings, ça risque d'être genre des la trucs bataille décisifs du play-in, pour quoi. qualification au play-in, tu vois, genre bon, voilà, on est un peu dans cette logique là, quoi. Le truc c'est- positif, c'est que ça avait été le cas la saison passée. On avait fini avec un gros Ouais. calendrier. On avait pour le coup fini très fort. On est arrivé en playoff. Ouais. On avait réussi à se qualifier directement à la dernière journée C'est déjà. vrai. On est arrivé en playoff en mode bon, au moins on a de la confiance, on a montré contre des bonnes équipes. Bon, Voilà. mais ça avait pas très bien ouais, marché. c'est un peu le côté positif. Mais ouais, là, clairement, c'était la période où on devait regagner des matchs parce qu'on avait un calendrier qui s'est allégé très fortement. Avec voilà les Wizards, les Pistons, les Nets, Le net. qui vont encore plus diminuer. En plus, les Nets Utah, sont toujours, très diminués, toujours. quoi. Donc, mais voilà, on a entre guillemets fait à peu près le travail. Mais ouais, là, c'est sûr que va falloir confirmer cette meilleure passe avec les prochains matchs déjà, notamment ces 6 prochains matchs là. Mais oui, ça va être. On s'attend pas à des miracles comme a dit Rod. Bon, on a été rationnel, on va dire, on a été réaliste C'est sur cette vidéo, en vous souhaitant surtout ne plus avoir Youssouf Nourkic et Bradley Beal dans les prochaines semaines, parce que finalement, voilà, on croise les doigts. Rod. C'est tout ce qu'on vous souhaite pour l'année 2025, c'est de ne plus avoir C'est gentil. de boulets dans l'effectif. Écoutez, messieurs, c'était vraiment cool de vous avoir sur la chaîne de Coast to Coast. J'espère que vous avez pris du plaisir à parler de votre équipe. Vous, derrière votre télévision ou votre téléphone, n'hésitez pas aussi à venir donner votre avis sur les Suns. Qu'est-ce qui pourrait, entre guillemets, faire passer un cap? Comment retrouver une dynamique un peu plus positive et un état d'esprit de winner? Et comment faire en sorte que Youssouf Nourkic redevienne un joueur de basketball? Sur ce, messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, un très bon week-end. Et puis on se retrouve très très vite pour parler des Suns. Allez, ciao, ciao. Ouais, carrément. Ciao. Merci Tom, bye.